à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur ce troisième et dernier épisode de la saga des trois As qu'on a mis en place en partenariat avec SCMrush. Donc ce dernier épisode va parler d'automation. Alors sachez qu'avant toute chose, avant de commencer à parler, de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez télécharger cette présentation sur l'URL qui s'affiche ici. Donc adsup.fr/conférence. Donc n'hésitez pas à aller redemander le contenu pour pouvoir le regarder après plus en détail, peut-être de votre côté, et éventuellement nous poser vos questions après coup. Et comme sur ce webinaire, les questions-réponses n'auront lieu qu'à la fin, vous pouvez aussi poser en direct vos questions sur le compte Twitter de Adsup, sur AdsupFR, et l'un des consultants de l'agence pourra vous répondre dans la foulée. Donc, on attaque cette présentation sur l'automation. Vous voyez ici le fil conducteur qu'on a donné à cette saga: attribution, audience, automation, ce qu'on surnomme les trois As, qui sont aujourd'hui dans la gestion de campagnes de liens sponsorisés et particulièrement avec Google AdWords, les trois piliers indispensables à une bonne gestion des campagnes, de vos campagnes, et surtout à une différenciation par rapport à ce que peuvent faire encore aujourd'hui vos concurrents. Donc on va parler d'automation, ce dernier volet. On va parler bid management, on va parler stratégie d'enchères, on va parler stratégie tout court, c'est-à-dire comment faire pour choisir les bonnes stratégies d'enchères, comment articuler l'automation et plugger des stratégies d'automation sur des campagnes que vous avez déjà créées, qui sont peut-être un peu vieilles aujourd'hui, comment restructurer ces campagnes pour les rendre plus compatibles avec l'automation. On va voir tout ça ensemble. C'est un petit peu le programme que je vous propose. Et on parlera aussi un petit peu en fin de présentation d'un outil qui s'appelle Double Click Search, qui permet d'aller un petit peu au-delà de ce que la plateforme AdWords propose en termes d'automation sur vos campagnes. Donc, pour introduire cette présentation, voici un petit peu la vision que nous on a chez Adsup concernant toute la partie automation. C'est que la machine fait les choses beaucoup mieux que nous, les humains, sur certains types d'opérations qu'on a listés ici, comme par exemple le calcul, l'exécution, la répétition et le test and learn. Cela veut dire qu'un humain, la machine sera beaucoup plus forte qu'un humain, par exemple pour aller modifier en temps réel des enchères, jour et nuit, là où un humain sera limité dans le temps, et là où un humain ne pourra pas regarder vraiment minute après minute ce qui se passe, par exemple sur un compte AdWords. La machine sera bien plus efficace et bien plus précise, bien plus mathématique. En revanche, l'humain a sa part du mérite, bien entendu, dans l'histoire. La machine ne peut pas faire tout toute seule, même si elle simplifie beaucoup la vie. L'humain reste quand même clé sur tout ce qui va être la stratégie et quelle direction on fait prendre finalement à ces campagnes. Ce sont les KPI qu'on va regarder. C'est l'humain qui paramètre la machine, d'une certaine manière. Donc là où certains peuvent dire bon, la machine va remplacer l'homme, c'est peut-être pas tout à fait vrai. La machine va venir véritablement assister l'humain, mais l'humain gardera toujours ce rôle, surtout dans l'établissement de la stratégie. Donc l'humain est toujours aussi central et stratégique dans cette histoire, et on va voir comment en fait les rôles homme-machine sont redispatchés aujourd'hui par rapport à l'époque. Et alors l'époque justement, quand le programme AdWords a été créé, c'était il y a environ 17 ans, c'était en 2000, en octobre 2000, ça va bientôt faire même 18 ans. Quand le programme a été créé, c'était assez simple, on achetait des enchères, des mots-clés pardon, et on plaçait des enchères sur ces mots-clés. Aujourd'hui, le panel est beaucoup plus, le scope est beaucoup plus large. Vous avez ici une illustration. On a de nombreux indicateurs qui sont venus se rajouter, sur lesquels il est possible de faire des optimisations, comme par exemple les indicateurs temps, donc le planning de diffusion, les devices, mobiles, tablettes, PC, la localisation de l'internaute, etc., etc. Aujourd'hui, il y a tout un scope optimisable et qui rend finalement le travail d'optimisation beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste qu'il n'a pu l'être à l'époque quand le programme est sorti. Il s'agissait simplement d'acheter des mots-clés et de fixer une enchère, point. Donc les cartes sont un peu redistribuées. Voici aujourd'hui, grosso modo, le temps que passe un search spécialiste
sur une optimisation de campagne. Il y a un gros travail autour des enchères et de l'atteinte des objectifs. Donc, on va analyser les enchères au niveau du mot-clé, au niveau des appareils, au niveau des zones géo, au niveau du planning de diffusion, au niveau des réseaux partenaires de recherche Google. Il y a plein d'endroits où on peut adapter, faire des ajustements d'enchères. Donc, ça prend pas mal de temps. Plus de 60% du temps est consacré à cela. Et ensuite, on va travailler sur les audiences, peut-être un peu les créas et le message à faire passer. Donc, ce qu'on appelle créa ici, c'est plus, par exemple, les formats de banner display ou le contenu des annonces AdWords. L'établissement du reporting, il faut quand même le créer, le générer, le maintenir. La mesure, comment on regarde les datas, quel modèle d'attribution. Ça rejoint plus justement le sujet attribution qui a déjà été donné sur le précédent webinaire. Et après l'UX qui représente une très faible partie du travail pour le search spécialiste parce que c'est pas son cœur de métier, mais par exemple si le taux de conversion est vraiment dégradé, ça peut quand même être utile d'aller regarder ce qui se passe sur le site et de donner des petits conseils pour améliorer les landing pages, faire en sorte que la conversion se passe au mieux on-site. Ça, c'est ce que un consultant potentiellement peut faire aujourd'hui. Demain, c'est vraiment ce vers quoi on se dirige. On va passer beaucoup moins de temps sur tout ce qui est gestion d'enchères. Le but, c'est de confier à la machine le pilotage de la stratégie d'enchères, le pilotage des enchères au niveau des keywords, mais pas seulement, aussi au niveau des zones géo, au niveau des devices, au niveau des plannings de diffusion, etc., etc. Pourquoi? Parce que la machine, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait tout aussi bien et même mieux que l'humain, parce qu'elle a beaucoup plus d'indicateurs à sa disposition, on va le voir après, et elle peut vraiment adapter en temps réel sa prise de décision, contrairement à l'humain qui le fera de manière ponctuelle, pas en temps réel. Donc le travail se réarticule autour plutôt de la gestion des audiences, et ça c'est plutôt lié à la connaissance intrinsèque de son propre business, c'est-à-dire comment mon consommateur et mon cœur de cible se comportent avec les produits que je vends, ou voilà, comment articuler. Vous avez probablement un CRM, vous avez des datas de consommateurs, à vous de les trier, de les segmenter et d'articuler votre stratégie autour de cela. Ça, c'est vraiment le sujet audience qu'on a vu dans le précédent webinaire. Ensuite, en tout ce qui concerne la stratégie, va s'articuler autour du message, quel message on fait passer, en fonction de quelle audience. Le reporting, la mesure, comment on mesure. Donc ça, c'est le data-driven, les modèles d'attribution, etc., qu'on a déjà vu également dans un précédent webinaire. Et enfin, l'UX. Donc, c'est notre vision, c'est selon nous la façon dont le métier de search spécialiste se réarticule. Déjà pour que vous puissiez bien comprendre un petit peu là où on va et ne pas se dire que finalement la machine peut tout faire à la place de l'homme. Donc concernant le pilotage des enchères, nous on les a regroupées en 4 grandes rubriques. Il y a les enchères manuelles, donc ça c'est ce que vous faites probablement encore aujourd'hui. On va essayer de bannir petit à petit. Enchères manuelles, ben, on regarde au niveau des mots-clés, on regarde au niveau des devices, on place des enchères. Donc je vous ai mis contrainte de temps, il faut passer beaucoup de temps dessus. Il y a de nombreux signaux aujourd'hui, comme on vient de le voir, et vous avez probablement de nombreux mots-clés. Donc ça rend le travail complexe. C'est la méthode que la plupart des annonceurs utilisent aujourd'hui, c'est un pilotage manuel. Ensuite, si on essaye d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez mettre en place des enchères basées sur des règles. Ce n'est pas encore du bid management, mais ce sont des règles que vous définissez. Et je vous en ai mis quelques exemples. Par exemple, si la position moyenne est inférieure à X%, alors on augmente l'enchère de Y%. Voilà, c'est une règle qui va dire que s'il se passe ça, alors on fait ça sur les enchères. Mais ce sont des règles qui sont basées sur une prise de décision unique que vous avez paramétré vous-même. Donc ça reste encore un peu limité, mais c'est mieux que rien. Ensuite, on a les enchères, ce qu'on va appeler les enchères intraday. Ça, c'est plus lié à des technos tierces de bidding, par exemple Marine Software, Adobe, etc. Ça, ce sont des outils externes à la plateforme qui utilisent malgré tout les données de la plateforme AdWords pour prendre des décisions et prédire les performances futures de vos campagnes. Donc, ce type de plateforme peut optimiser entre 1 et 4 fois par jour le bid de vos différents keywords et ne pourra s'arrêter qu'à ce que la plateforme lui renvoie, donc via l'API. C'est
C'est presque la meilleure option. Et on a aussi les enchères automatiques natives à Google AdWords, qui elles sont complètement intégrées à la plateforme, pas besoin de passer par une techno tierce, et qui elles ont l'avantage d'agir cette fois-ci en temps réel et non pas sur des plages définies, enfin pas sur un rythme défini de 1 à 4 fois par jour. Là, c'est vraiment du temps réel. À chaque fois que quelqu'un tape sa requête sur Google, l'enchère va être définie pour ce contexte précis de recherche. Et ce sont des enchères automatiques qui se basent sur l'historique et sur toutes les datas cette fois-ci dont Google peut disposer, data auxquelles les plateformes tierces n'ont pas forcément toujours accès. Donc voilà les 4 grands groupes de pilotage possibles. On va faire un focus sur les stratégies d'enchères Google parce qu'elles sont vraiment intégrées. Les outils tiers sont souvent payants, sont toujours payants, alors que les stratégies d'enchères Google sont intégrées, donc gratuites. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, les stratégies d'enchères, comme on vient de le dire, fréquence d'optimisation imbattable, parce que votre bid est ajusté vraiment à chaque mise en concurrence de vos annonces. Et les signaux sont beaucoup plus riches parce que Google, ce sont des stratégies natives intégrées et qui vont tenir compte de l'ensemble des signaux que Google met à disposition. Donc, quels sont ces signaux? Il y en a plusieurs. Déjà, le premier signal, ça va se situer au niveau de la requête. La personne va taper un mot-clé. Vous, en manuel, lorsque vous placez une enchère sur ce mot-clé, vous placez l'enchère sur cet unique mot-clé. Mais peut-être que vous allez avoir des personnes qui tapent le mot-clé un petit peu différemment, par exemple avec des fautes d'orthographe, avec un espace, sans espace, ou alors qui vont se tromper dans l'écriture de leur requête. Et ça, vous ne pouvez pas en manuel, vous pouvez le faire, mais c'est très très chronophage. Vous ne pouvez pas deviner à l'avance quelles sont toutes les combinaisons et les variantes orthographiques qu'un internaute va taper pour un mot-clé unique que vous achetez sur le compte. Donc vous ne pouvez pas vous amuser à placer la meilleure enchère sur toutes ces variantes. Alors que la stratégie d'enchère native AdWords, elle va tenir compte de toutes ces petites variantes. Et si elle constate qu'une variante fonctionne mieux qu'une autre, eh bien, elle va placer une meilleure enchère sur cette variante précise. Là où en tant qu'humain, vous auriez eu du mal à détecter le potentiel sur cette variante précise, la machine va le faire bien mieux que vous. Donc premier critère au niveau de la requête. Ensuite, vous avez plein de signaux contextuels. Donc le device, la position géographique, l'heure de la journée, le jour de la semaine, sont ce type de signaux. Donc quand on dit que l'optimisation en temps réel reste inégalée aujourd'hui, c'est que vraiment en temps réel, comme par exemple quelqu'un va taper on a mis ici une tablette Nexus à 16h57 sur le navigateur Firefox avec une faute d'orthographe dans sa requête, vous allez placer la juste enchère, l'algorithme va placer la juste enchère pour cette personne précise dans ce contexte précis, à cette heure précise de la journée. Là où pour vous, il serait très difficile d'identifier, alors certes, vous pouvez mettre en place des ajustements dans telle ville, sur tel device, mais vous n'avez pas véritablement tous les signaux de contexte, notamment, on le verra aussi après, mais par exemple, utilisant Firefox, vous ne pouvez pas dire sur Firefox, je veux mettre plus X% d'enchère, c'est pas possible. Vous devez vous en remettre pour cela aux stratégies d'enchère. Et c'est justement ce qu'on explique ici, c'est que si vous décidez de garder le pilotage manuel, vous allez pouvoir modifier l'ajustement d'enchère sur les heures de la journée, les listes d'audience, la localisation et le device. Mais vous allez avoir plein de signaux exclusifs à AdWords qui ne sont pas accessibles et sur lesquels vous ne pourrez pas intervenir à la main, comme par exemple le système d'exploitation. Peut-être que sur macOS, ça fonctionne mieux que sur Windows. On n'en sait rien, mais peut-être. Vous ne pouvez pas dire sur Mac, je veux un ajustement d'enchère plus 20% sur les Mac users, c'est pas possible. Alors que la stratégie d'enchère, elle, si elle constate que les Mac users ont tendance à mieux convertir que les PC users, elle va faire un surbid sur destination des Mac users. Idem pour la langue parlée, c'est-à-dire la langue qui est configurée sur l'interface Google. Peut-être que quand une langue précise est configurée, ça fonctionne mieux qu'une autre langue. On ne sait pas. La stratégie d'enchère, elle le sait et elle adaptera l'enchère en temps réel. Il y a aussi tout ce qui est search partner, parce que quand vous diffusez sur Google, vous diffusez aussi sur des réseaux partenaires de recherche, comme par exemple Orange. Qu'en manuel, vous pouvez activer ou désactiver, et vous ne pouvez pas dire sur Orange, je veux plus 20% d'enchère ou moins 15% d'enchère. C'est pas possible. C'est ou blanc ou noir, mais vous ne pouvez pas adapter vos enchères en fonction des différents partenaires de recherche.
Donc voilà, ce sont seulement quelques exemples. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les signaux. Alors, oui, j'ai pas dit, mais il y a aussi le navigateur, c'est-à-dire que peut-être que quelqu'un qui est sur Chrome, ça va mieux fonctionner que quelqu'un qui est sur Firefox, sur Safari ou autre. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est que via les stratégies d'enchères, vous avez des signaux exclusifs à AdWords auxquels les stratégies d'enchères auront accès, sur lesquels elles pourront intervenir, alors qu'en manuel, Google ne donne même pas la possibilité de faire des interventions. Donc on comprend beaucoup mieux déjà l'intérêt d'au moins tester les stratégies d'enchères natives à AdWords. Donc ces signaux exclusifs sont pris en compte par les stratégies d'enchères qu'on vous a listées ici. C'est ce qu'on appelle l'AdWords Smart Bidding. Donc, ça concerne les deux dernières lignes du schéma. Vous avez d'autres stratégies d'enchères qui ne tiennent pas compte de ces signaux, qu'on va détailler après. Donc, on va les voir une par une. Il existe plusieurs types de stratégies. Donc, vous avez une stratégie en placement cible sur la page de recherche. Ça, c'est assez simple. C'est ce qu'on met ici. L'algorithme ajuste automatiquement les enchères pour diffuser vos annonces ou en haut de page ou sur la première page des résultats de recherche. C'est vous qui décidez dans le paramétrage de la stratégie. Mais si vous, votre but, c'est d'être sur la première page ou en haut de page, absolument que vous n'avez pas d'autre objectif, ça peut être intéressant à tester. Personnellement, je ne suis pas un grand fan, mais bon, vous pouvez toujours tester, sachant que généralement, normalement, vous avez probablement un objectif de coût d'acquisition, un objectif de retour sur investissement, mais on ne sait jamais. Dans une optique peut-être plus de notoriété de marque, ou vraiment d'être présent sur une série de requêtes à tout prix en première page ou en haut de page, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, vous avez une stratégie taux de surclassement cible. Alors ça, c'est plus lié à vos concurrents. Le but de cette stratégie d'enchère, c'est d'être visible, c'est d'être plus visible que le domaine de l'un de vos concurrents. Donc vous dites à Google, je veux absolument apparaître au-dessus de, et vous donnez le domaine du concurrent. Et Google s'efforcera d'être au-dessus de ce concurrent lorsque vous apparaissez sur la même requête. Alors, si le concurrent fait la même chose de son côté, bien entendu, il y a un système de capping de CPC max pour éviter une boucle infinie, une enchère qui monte trop haut, mais ça peut être aussi intéressant à exploiter. Donc là, pareil, c'est plus lié à la notoriété de la marque, mais vraiment, c'est vraiment focus sur un domaine le domaine d'un concurrent. Ensuite, vous avez la stratégie d'optimiseur de clics. Alors ça, c'est une stratégie qui va, on pourrait aussi l'appeler maximiseur de clics en fait. Elle va essayer de vous faire un maximum de clics sur un budget donné. Donc vous créez une campagne, vous donnez par exemple un budget de 20 € par jour, vous branchez une stratégie max click et Google s'efforcera de vous faire un maximum de clics avec ce budget de 20 €. Et surtout, c'est aussi très important à avoir en tête, Google s'efforcera de dépenser le budget quotidien que vous avez fixé au niveau de la campagne. Alors attention à ne pas vous faire avoir, parce que plus vous allez mettre de budget élevé, plus Google va s'efforcer de le dépenser pour vous faire un max de clics, quitte à parfois relever un peu trop le niveau d'enchère. Donc ça reste à surveiller. Là encore, ce n'est pas ma stratégie favorite, mais vous pouvez la tester pour maximiser le trafic, notamment sur la long tail. Ensuite, on arrive sur des choses un peu plus intéressantes parce que directement liées à vos conversions. Donc, on a ce qu'on appelle on a le ICPC. C'est l'optimiseur de CPC. À ne pas confondre avec la slide précédente, optimiseur de clic. Là, c'est vraiment l'optimiseur de CPC. Ça permet de conserver la main sur vos enchères. C'est une bonne façon de mettre le pied à l'étrier parce que c'est une stratégie semi-automatisée. Vous gardez la main sur vos enchères, donc vous conservez le pilotage manuel, mais vous dites à Google, vous autorisez Google à rendre ses enchères un peu élastiques. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 1 € d'enchère sur un mot-clé. Google pourra réduire dans certains contextes l'enchère jusqu'à moins 100%. S'il constate que sur un mot-clé, ça ne convertit jamais, par exemple, mais Google se permettra de réduire votre enchère, quitte à même ne plus diffuser du tout sur ce mot-clé. Ce qu'on met ici sur ce schéma, moins 100%. A contrario, si Google constate que ça cartonne sur une requête et que l'enchère n'est pas suffisante, qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, Google peut relever le niveau d'enchère, autant qu'il le souhaite. Et pour cela, Google tient compte des signaux qu'on a évoqués juste avant. Donc ça, c'est une stratégie d'enchère compatible AdWords Smart Bidding. Elle tient compte de tous ces signaux auxquels on n'a pas forcément accès en manuel. Et elle adapte. Donc c'est une simple case à cocher au niveau de vos campagnes, très simple à mettre en place.
La seule condition, c'est d'avoir bien sûr une remontée fiable de conversion. Parce que si vous n'avez pas de remontée de conversion et que vous demandez à Google d'optimiser vos enchères, Google ne saura pas trop quoi faire. Là, le but, c'est que Google optimise vos enchères pour vous faire un maximum de conversion derrière, bien sûr. Donc, vous avez ce côté en vert, encadré vert manuel, ce côté automatisé. Et finalement, c'est une bonne façon, encore une fois, de mettre le pied à l'étrier si si vous avez un peu peur de vous lancer sur les stratégies d'enchères sur vos campagnes. Cochez cette case CPC, ICPC, et vous verrez, ça révolutionne pas non plus les choses, mais c'est un premier pas et ça rend un peu vos enchères élastiques. Et ça peut vous aider à maximiser un peu vos performances. Ensuite, là, on passe encore au niveau supérieur, c'est le target CPA. Donc là, c'est vraiment un objectif de coût d'acquisition cible. Et contrairement à la stratégie ICPC qu'on vient de voir, cette stratégie-là, elle est un petit peu plus boîte noire, dans le sens où quand vous la branchez, vous perdez entre guillemets la main sur le pilotage manuel de vos enchères et vous laissez l'algorithme faire. Donc il y a un minimum de 30 conversions sur les 30 derniers jours au niveau de la campagne à respecter pour que ce soit à minima efficace. Vous pouvez le brancher en dessous, mais le problème c'est que le temps nécessaire à l'accumulation d'un historique suffisant pour que l'algorithme soit efficace sera long. Donc ça perd un peu en intérêt, voire même ça peut vous desservir. Donc pour que ce soit intéressant, il vaut mieux avoir au moins de 30 conversions sur le mois sur sa campagne, et j'insiste bien au niveau de la campagne. Et si vous n'en avez pas au niveau de la campagne, vous pouvez aussi mettre en place des stratégies de portefeuille dans lesquelles vous regroupez plusieurs campagnes qui, à elles toutes, font au moins 30 conversions sur les 30 derniers jours. Vous pouvez faire donc un objectif de coût d'acquisition commun. On peut même imaginer que vous avez un objectif de coût d'acquisition global au niveau du compte. Vous vous en fichez de savoir que c'est tel ou tel produit ou tel lead. Vous avez un objectif, par exemple, de 20 € de coût d'acquisition. Vous pouvez faire une stratégie de portefeuille, mettre toutes les campagnes dans la stratégie et dire c'est 20 € pour le global au niveau du compte. Ça, c'est possible. Donc, à vous de voir en fonction des datas et du volume que vous avez, comment vous pouvez articuler cela. Et le gros problème des campagnes aujourd'hui, quand vous branchez les stratégies d'enchères, c'est qu'elles sont beaucoup trop granulaires. On va le voir juste après, mais on est encore, pour la plupart des annonceurs, sur des structures de campagne qui ont été créées il y a plusieurs années et qui méritent d'être revues en profondeur pour les faire coller aux nouvelles stratégies d'enchères, parce qu'aujourd'hui, c'est un pilotage trop granulaire, trop manuel. Ça, on va en parler juste après. Donc, target CPA, voilà le schéma. Contrairement à l'ICPC où vous avez la main, là, c'est 100% automatisé. C'est l'encadré orange. Et le pilotage par l'homme, c'est le pilotage de l'algorithme. Donc, quel CPA on met en objectif? Parce qu'il faut quand même donner un objectif intelligent à la machine. Donc, regardez quel CPA vous avez en manuel et essayez de mettre un coût d'acquisition cohérent par rapport au CPA que vous avez en manuel. Si vous mettez quelque chose de complètement trop bas, par exemple, la machine ne saura pas répondre à votre demande, donc ça ne fonctionnera pas. Il faut le piloter intelligemment. Idem, par exemple, si vous avez des périodes, des saisonnalités, un premier jour de solde, par exemple, il peut être intéressant d'enlever la stratégie temporairement pour reprendre la main en manuel et donner un petit coup de boost. Parce que peut-être qu'en une journée, la stratégie n'aura pas le temps de réagir correctement pour répondre au rush des soldes. Donc l'humain garde quand même, encore une fois, ce côté stratégique. Et c'est pas on branche et on fait plus rien, c'est on branche, on surveille, on branche avec les bons objectifs, on adapte, on débranche si besoin sur certaines périodes. Quand le tracking saute, il faut penser aussi à l'enlever, etc., etc. Il y a vraiment quand même une surveillance à avoir et une maîtrise justement du target CPA pour faire les choses intelligemment. Ensuite, un petit peu dans le même ordre d'idée, vous avez le target ROAS. Ça, c'est comme le target CPA, mais associé à vraiment un objectif de rentabilité. Donc là, la condition, c'est d'avoir bien sûr la remontée des valeurs de conversion. Si vous n'avez pas les valeurs de conversion, ça ne pourra pas fonctionner. Et la condition est un petit peu plus forte pour l'avoir, c'est minimum 50 conversions cette fois-ci sur les 30 derniers jours sur la campagne, au lieu de 30. Il faut un petit peu plus de data pour que ça fonctionne au mieux. Encore une fois, en dessous, vous pouvez le tester, mais ça fonctionnera probablement moins bien, ou ça prendra plus de temps à faire les choses parce qu'il faut accumuler plus d'historique pour avoir les dites 50 conversions. Donc voici une recommandation. ICPC, vous pouvez le brancher quoi qu'il arrive. La seule condition, c'est d'avoir une remontée de conversion.
un tracking en place. Mais vous n'avez pas de limite à atteindre pour le volume de conversion, ça n'est pas nécessaire. Donc vous pouvez d'ores et déjà, sur toutes vos campagnes, cocher ICPC sans trop de risques. Vous verrez, ça ne révolutionne pas fondamentalement les choses, mais ça rentre plus dans la finesse des éléments de contexte et ça peut vous aider à maximiser votre retour sur investissement. Pour Target CPA et Target ROAS, minimum 30 conversions sur les 30 derniers jours pour Target CPA, minimum 50 conversions sur les 30 derniers jours pour Target ROAS. Et j'insiste bien au niveau de la campagne. Si vous ne l'avez pas au niveau des campagnes, il va falloir envisager un regroupement de campagnes ou une stratégie de portefeuille. Ensuite, pour que ça ait un impact significatif vraiment sur vos performances, aller chercher plus de volume, plus de conversion, etc., ça, on voit bien la différence quand initialement il y a moins de 80% de taux d'impression au niveau de la campagne. Là, vous allez voir vraiment une progression en termes de volume. Si vous avez déjà un taux d'impression proche des 100%, ça n'ira pas, ça ne pourra pas aller chercher beaucoup plus de volume, mais au moins ça respectera votre objectif s'il est intelligemment construit. Et enfin, concernant ça c'est plus lié à la notion de délai et parcours de conversion. Pour que ça fonctionne au mieux, il faut que les conversions remontent en majorité au moins en moins de 5 jours après le clic. C'est-à-dire que si vous avez des conversions qui remontent 10 jours, 20 jours, 30 jours après le clic, si vous avez une prise de décision qui est longue, la stratégie d'enchère ne sera pas vraiment efficace. Donc moins de 5 jours. Et en termes de volume d'interaction, il faut aussi que la majorité se fasse en 2-3 interactions maximum. S'il faut 30 clics pour aboutir à une conversion sur votre site, parfois sur certains business c'est le cas, c'est pas trop utile ça ne fonctionnera pas aussi bien que si le parcours de conversion est plus court en termes d'interaction. Donc voilà pour les stratégies d'enchères, je vous ai détaillé les principales. Et alors l'automation, ça ne concerne pas que les stratégies d'enchères. Il y a aussi différentes fonctionnalités qui rentrent dans le cadre de l'automation. Par exemple, alors ceux qui connaissent très bien AdWords, je ne leur apprends rien pour le coup, mais Dynamic Search Ads, ce sont des campagnes dynamiques qui vont crawler le contenu de votre site et vous positionner automatiquement sur des mots-clés que vous n'achèteriez peut-être pas en manuel sur le compte. Donc ça va aller chercher de nouvelles idées de mots-clés, c'est un peu un laboratoire à idées ce type de campagne, et ça va générer un titre d'annonce dynamique sur votre annonce. Donc ça automatise l'achat de mots-clés et ça automatise le titre d'annonce. On peut le faire rentrer dans le cadre de l'automation. Alors ces campagnes, ce qu'on met là, ce sont des campagnes boucles de rattrapage dans le sens où il ne faut pas qu'une campagne DSA soit la campagne majoritaire sur le compte. Ça serait une erreur parce que vous n'avez pas la main. Il faut que ce soit une campagne qui vous donne des idées. D'ailleurs, ce qu'on préconise, c'est d'extraire tous les mots-clés que vous achetez sur vos campagnes et de les exclure des campagnes DSA. Pour être certain que la campagne DSA ne va pas venir cannibaliser les mots-clés que vous achetez déjà sur le compte AdWords dans les campagnes en dur. Ensuite, il y a d'autres typologies d'automatisation sur les annonces. C'est ce qu'on appelle l'Ad Customizer. Alors l'Ad Customizer, qu'est-ce que c'est? C'est de la personnalisation dynamique d'annonces. Là, je vous ai mis un exemple sur l'un de nos clients qui est Just Eat. Par exemple, en fonction, on met en place un fichier, par exemple, de compte à rebours sur le compte AdWords, et on fait l'association entre ce fichier et le contenu des annonces via ce type de formule. Et l'annonce va du coup automatiquement aller piocher dans le fichier et les informations qu'on lui donne. Donc là, ça donne moins 20% dans vos restaurants préférés pendant 3 jours seulement. On a mis en place un countdown, donc c'est un compte à rebours dynamique qui tous les jours se change. Et on a mis en place une promotion. Donc la promotion, elle est liée au fichier. Donc quand on veut changer le montant de la promo, on n'a qu'à changer le fameux fichier et elle vient se répercuter dans l'annonce automatiquement. On peut aussi rendre cela dynamique dans le sens où on peut définir une promotion en fonction, par exemple, du mot-clé qui a été tapé. Dans le fichier, on peut dire si c'est tel mot-clé ou tel mot-clé qui est tapé, alors c'est telle promo. Si c'est tel mot-clé ou tel mot-clé, c'est telle autre promo. On peut dire aussi c'est telle promo pour telle campagne, telle promo pour tel groupe d'annonces, etc., etc. En fait, on met en place un template de promo et après, automatiquement, ça va venir se mettre à jour dans l'annonce. Et l'avantage aussi, c'est que ça ne réinitialise pas. Vous n'avez pas besoin de faire 50 000 variantes d'annonces. Tout se fait sur la même annonce. Donc en termes de centralisation de la data, et je vous parlais de granularité tout à l'heure, de regrouper les datas,
là, toutes les datas vont converger vers une unique variante d'annonce qui se met à jour en fonction du tableau de formule. Ça, c'est la Customizer. On peut prendre un exemple aussi, par exemple, avec la localisation. Commandez rapidement dans vos restaurants préférés à, et on met une formule géologue.ville, ça va venir faire un lien dans le fichier des villes qu'on a créées, donc qui associe une localisation à un nom de ville. Et en fonction de la localisation de l'internaute, l'annonce s'adaptera. Donc, commandez rapidement dans vos restaurants préférés à Paris. Si l'internaute a tapé cette recherche à Paris, il verra Paris. S'il a tapé à Lyon, il verra Lyon. Ce système, il est vraiment révolutionnaire parce que ça vous évite, comme on le voit encore sur beaucoup de comptes malheureusement, de créer des campagnes à rallonge. Par exemple, vous diffusez dans toute la France et vous voulez absolument avoir une variante précise pour chaque ville. Vous créez 20 000 villes, 40 000 villes. Ça, c'est plus vraiment envisageable. Il faut faire un fichier, c'est ce qu'on appelle, le fichier s'appelle flux de ciblage géographique. Il faut faire un flux de ciblage géographique et derrière, eh bien, il faut faire une annonce unique qui s'adaptera en fonction du contexte. Et donc, au départ, vous aviez 40 000 annonces, une par nom de ville. Là, vous avez une annonce et un fichier qui contient les noms de ville, et l'annonce s'adapte en lien avec ce fichier. Donc, vous faites converger la donnée sur l'annonce, et après, si on le met en lien avec ce que je vous disais sur le volume de data nécessaire pour les stratégies d'enchères, vous pouvez mettre en place des stratégies d'enchères beaucoup plus aisément que si tout était dispersé sur 40 000 groupes d'annonces, tout simplement. Ensuite, on a appris l'existence d'une nouvelle bêta donc, qui s'appelle les annonces RSA. Alors, qu'est-ce que c'est les annonces RSA? Ce sont des annonces, en fait, quand vous les configurez, je vous ai mis un exemple ici, vous pouvez renseigner plusieurs variantes de titres, plusieurs descriptions, et en fait, Google ira automatiquement à votre place diffuser les différentes variantes des titres et des descriptions que vous avez écrits. Donc, il ira tester plusieurs combinaisons dans un ordre A, dans un ordre B, pour au final aboutir à la combinaison ultime qui fonctionne le mieux. Et ça vous épargne tout le travail de rédiger toutes les variantes en manuel et de faire ce travail de alors quelle annonce fonctionne le mieux, on va la mettre en veille, on va en remettre une autre pour tester, on la remet en veille, etc. etc. Là, vous rédigez finalement un template d'annonce unique et automatiquement Google va converger vers la meilleure variante qui soit. Et bonus ultime sur les annonces RSA, c'est que vous pouvez rédiger jusqu'à 90 caractères dans la description versus 80 caractères dans les annonces ETA. Et Google peut vous afficher jusqu'à 3 titres. Donc, c'est de la bêta, des tests qu'on est en train de mener, ça diffuse encore très peu. Mais si Google décide que c'est l'avenir des annonces sur son moteur, voilà à quoi on aura affaire dans les prochains mois. Ensuite, autre bêta qui rejoint aussi directement l'automation, ça s'appelle l'USC, c'est Universal Shopping Campaign. Là, on est dans le même ordre d'idée, on donne à Google en fait un template, donc on lui donne 2 logos, on lui donne un titre long, un titre court, une description et une URL finale, et une image marketing. Et avec cela, Google va automatiquement concevoir des formats en lien avec vos campagnes Google Shopping. Alors, on voit des bannières display alors qu'on parle de Google Shopping, c'est tout à fait normal, c'est le principe même des campagnes USC. Pour que vous compreniez mieux, ici vous avez un aperçu de Google Shopping. Donc les campagnes USC vont diffuser vos produits sur Google Shopping de manière classique. Donc en haut de page, sur le côté droit ou directement dans le site de Google Shopping. Là vous avez l'aperçu sur mobile, mais ça va aussi aller diffuser ni plus ni moins que sur le réseau display de Google. Donc ça va reprendre vos produits pour les diffuser sous forme de bannière display, mais avec vos fiches produits. Donc les fiches produits, au lieu d'être uniquement sur Google, elles se retrouvent aussi du coup sur le réseau display. Si la personne n'est jamais venue sur votre site, comme Google ne sait pas trop quelle fiche produit lui montrer, ça reprend l'image marketing que vous avez renseignée dans le template, comme on le voit ici avec le Google Home. Et ça va aussi diffuser potentiellement sur, par exemple, Gmail Native Ads. Ça va vous créer le format automatiquement via les informations du template que vous avez renseignées précédemment. Et vous allez pouvoir voir vos produits Google Shopping s'afficher directement dans Gmail. Et pour finir, il y a aussi YouTube. Donc, vous pouvez voir la publicité sur YouTube. Et ça, c'est uniquement via une unique campagne qui s'appelle Universal Shopping Campaigns. Donc, vous voyez un petit peu la direction que prend Google. Ça me fait un peu penser, moi, à ce qu'ils avaient fait l'année dernière quand ils avaient converti
ce qu'ils appellent, c'était les campagnes de promotion d'applications, c'est devenu Universal App Campaign. C'est exactement la même chose. Là, on a Universal Shopping Campaign. Universal App Campaign, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'an dernier, aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de gérer manuellement ces campagnes de promotion d'applications. Si je schématise, on donne son application à Google et ensuite Google diffuse sur tous ces réseaux, donc YouTube, Display, Search, etc., pour tendre vers un objectif que vous lui fixez. Et vous n'avez plus la possibilité de gérer manuellement. Là, sur Universal Shopping Campaign, c'est un peu la même idée. Vous donnez les éléments à Google, vous donnez un flux et vous donnez un objectif, et automatiquement, Google va se débrouiller au travers de tout son réseau pour vous respecter votre objectif. Et tant que l'objectif est respecté, tout va bien. Donc, contrairement, je vous rassure, aux promotions d'applications, là, les campagnes shopping classiques en manuel ne sont pas rendues indisponibles. On peut quand même faire des campagnes shopping classiques, mais on peut tester aussi avec Universal Shopping Campaign désormais. C'est une bêta, donc tout le monde ne l'a pas forcément, mais vous pouvez en parler à votre conseiller ou à votre agence. Voilà pour les différentes fonctionnalités. Alors, maintenant, ça amène une certaine forme de révolution en réalité sur les comptes AdWords, tout ça, parce que depuis le départ, Google a préconisé de faire quelque chose de très décliné. Donc de faire des campagnes par groupe d'annonces, enfin pardon, par champ sémantique, décliner les champs sémantiques dans différents groupes d'annonces pour faire des annonces adaptées, pour respecter pour faire un bon quality score, une bonne page destination, etc., etc. Donc on se retrouvait, là je vous ai mis un exemple, avec des campagnes, on se retrouve avec des campagnes aujourd'hui qui sont certes très segmentées, ce qui est très bien, et ce qui était très bien jusqu'à aujourd'hui. Donc là, un exemple, on a décliné par type de produit. Donc là, par exemple, ce sont des produits personnalisés. Donc on a mis les clés USB, les t-shirts, les stylos. Et après, on décline un groupe d'annonces personnalisées, un groupe d'annonces logo, un groupe d'annonces publicitaires. Et donc du coup, ça donne USB personnalisé, clé USB logo, clé USB publicitaire, etc. Vous voyez un peu l'idée, une campagne par typologie de produit et un groupe d'annonces par variante sémantique, on va dire, autour de ce produit. Le reste est classique, campagne de notoriété, campagne de RLSA. RLSA, on l'a abordé dans la partie sur les audiences du dernier webinaire. Une campagne éventuellement de concurrents et une DSA, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est la campagne, c'est la structure de compte standard, on va dire. Voici dans l'idée une structure de compte NG. NG, ça veut dire nouvelle génération, qui est aujourd'hui préconisé, mais alors attention, encore une fois, c'est du cas par cas. Mais voici ce vers quoi vous pouvez tendre dans l'optique de faire plus d'automation sur vos campagnes. L'idée, c'est de faire plus de regroupement. Là, on a fait, du coup, c'est lié à la précédente structure. On a fait trois gros groupes de campagnes, pardon, textile, technologie, écriture. Et au lieu d'avoir une campagne t-shirt, une campagne USB, une campagne stylo, en fait, on va rapatrier tous les produits textiles dans la campagne textile, tous les produits techno dans la campagne techno et tous les produits écriture dans la campagne écriture. Donc dans textile, on va retrouver nos t-shirts qui faisaient l'objet d'une campagne avant, mais cette fois-ci, ça représente un groupe d'annonces. On va avoir tous les autres produits textiles qu'il y a sur le site, donc les polos, etc. Idem pour la techno, on retrouve USB qui était la campagne USB précédemment. Là, c'est un groupe d'annonces USB. Et on met on met tous les groupes d'annonces en rapport avec la techno dans la campagne techno, donc les chargeurs, etc. Idem pour écriture, stylo, marqueur, etc. Donc l'idée, c'est de raisonner peut-être plus en vision macro sur les produits, d'être moins décliné au niveau des campagnes, de condenser un petit peu ces campagnes. Et comme on a un seul groupe d'annonces t-shirt, fatalement, on va se retrouver avec tous les mots-clés relatifs au t-shirt dans le groupe d'annonces t-shirt. Et au lieu de faire un groupe d'annonces comme ici, un groupe d'annonces entreprise, anniversaire, mariage, etc., on va se retrouver directement avec tous ces termes dans le groupe d'annonces t-shirt. Donc au lieu d'avoir un groupe d'annonces t-shirt personnalisé, un groupe d'annonces t-shirt logoté, un groupe d'annonces t-shirt anniversaire, etc., on va tout mettre dans le groupe d'annonces t-shirt. Donc dans le groupe d'annonces t-shirt, on va retrouver t-shirt personnalisé, t-shirt logoté, on pourrait mettre t-shirt anniversaire, t-shirt mariage, etc., etc. Donc j'espère que vous comprenez un peu l'idée, c'est de condenser un peu ce champ sémantique. Alors, vous allez me dire oui, mais si on fait ça, derrière, les annonces ne seront pas forcément pertinentes parce qu'on va rédiger une annonce
Et si on achète t-shirt personnalisé et que dans notre annonce c'est marqué t-shirt logoté, c'est pas forcément très pertinent. On va perdre au niveau du quality score. Alors, c'est un petit peu ce qu'on se dit, mais c'est pas forcément vrai justement parce que derrière, il faut donner de la matière à Google à sortir la meilleure variante qui soit. Et c'est là qu'entre en jeu l'ad customizer. Il faut que vous créiez des annonces dynamiques qui s'adaptent en fonction du contexte de recherche, donc de la requête, et au-delà des indicateurs contextuels de position géographique, etc., dont on a pu parler. Vous pouvez faire des annonces, par exemple la balise que tout le monde connaît, c'est la balise keyword, pour que le contenu de l'annonce s'adapte à la requête qui est tapée. Donc il faut mettre de l'ad custo dans ces différents groupes d'annonces, obligatoirement, pour donner matière ensuite derrière la stratégie d'enchère à trouver la meilleure combinaison qui soit. Retenez bien que vous n'êtes pas les meilleurs pour trouver vous-même en manuel les meilleures combinaisons. Il faut se reposer désormais sur la machine pour trouver les meilleures combinaisons en fonction des contextes de recherche. Donc ETA, les annonces ETA avec de l'ad customizer et une couche, c'est très important, d'audience, donc le RLSA. Nous, on préconise de plugger à minima des audiences sur toutes les campagnes. Il ne faut même plus se poser de questions. Pourquoi? Parce que les stratégies d'enchères, en fait, tiennent compte de ces listes d'audience pour tourner. C'est-à-dire qu'une campagne qui n'a aucune liste d'audience, la stratégie d'enchère sera perdue. Elle ne saura pas à quelle audience elle s'adresse. Mais si vous pluguez si vous pluguez des audiences, même si vous ne mettez pas en place d'ajustement d'enchères sur ces deux audiences, là on parle juste de pluguer les audiences, la stratégie d'enchère saura que ça fonctionne peut-être mieux dans une audience qu'une autre et elle pourra ensuite adapter les enchères des différentes audiences. Donc elle aura plus de matière à exploiter. Donc quand on parle de RLSA, ça ne veut pas forcément dire faire des ajustements d'enchères sur les audiences, mais on sait à minima pluguer les audiences sur vos campagnes. Si vous n'en avez qu'une, tous les visiteurs, pluguez-la. Au moins, la stratégie d'enchère pourra faire la différence entre les visiteurs qui sont déjà venus sur votre site et ceux qui ne sont jamais venus. C'est déjà un premier pas. Mais après, il faut aller beaucoup plus loin. Ça rejoint le webinaire audience dont on a parlé la dernière fois. Donc, regroupement des campagnes et l'idée, c'est que dans chaque campagne, c'est de créer un groupe d'annonces DSA, c'est-à-dire de ne plus faire une campagne DSA. Vous pouvez faire une campagne DSA dédiée, mais là, l'idée, c'est de faire un groupe d'annonces DSA directement dans la campagne pour donner encore un peu plus de mou à la stratégie, d'aller chercher de nouvelles idées, etc. Donc, j'espère que vous saisissez un peu l'idée. Là, c'est le schéma que Google préconise. Alors, encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Ça, c'est la structure nouvelle génération qui est préconisée, mais encore une fois, ça dépend de votre contexte, ça dépend de vos campagnes, ça dépend de ce que vous voulez faire. Peut-être que vous ne voulez pas non plus déployer une stratégie d'enchère sur tout le compte d'un coup. Peut-être que vous pouvez faire ça, le test sur une campagne en particulier. Mais gardez bien en tête que la sursegmentation n'est plus la clé aujourd'hui et que notamment, je pense aux comptes sur lesquels il y a des segmentations de groupes d'annonces exactes et broad match, par exemple, ça n'est clairement plus nécessaire de faire la distinction. De faire un groupe d'annonces dédié aux mots-clés larges et un groupe d'annonces dédié aux mots-clés exacts, c'est vraiment plus utile et ça met même plus des bâtons dans les roues qu'autre chose au quotidien pour le pilotage, pour la gestion. Il faut penser à exclure du groupe broad vos mots-clés achetés dans le groupe exact et parfois ça bloque la diffusion sur certains mots-clés. Bref, c'est clairement pas la solution à préconiser aujourd'hui. Il vaut mieux miser sur une recentralisation des keywords, donc un groupe d'annonces avec vos exacts, vos larges dedans, et ensuite vous raisonnez avec les stratégies d'enchères qui vont vous aider à trouver les meilleures combinaisons en fonction de tout cela. Donc voilà le récapitulatif, le schéma. Donc les campagnes, bien plugger le RLSA sur toutes vos campagnes ou au niveau de vos groupes d'annonces, pas d'importance, mais au moins mettre des listes. Dedans, des ad groupes qui sont plus centralisés, qui sont plus condensés pour faire un peu plus de volume et donner de la matière à la strate d'enchère. Un groupe DSA qui va laisser une porte d'ouverture sur des mots-clés que vous n'auriez pas acheté dans vos ad groupes. Et au sein de ces ad groupes, de l'ad customizer, parce que si vous mettez des annonces classiques, là, effectivement, vous allez avoir un manque de pertinence. Vous allez avoir plusieurs mots-clés et une seule annonce derrière. C'est pas bon. Il faut une annonce qui s'adapte en fonction du contexte et du mot-clé tapé. Voilà la structure nouvelle génération. Alors, ensuite, il y a beaucoup de nouveautés. Je vous ai mis un peu le fil des nouveautés depuis le Q4 2017. Mais vous voyez que ces nouveautés que Google sort s'articulent encore une fois toujours autour des trois thématiques autour desquelles on a décidé d'articuler la saga, qui sont attribution, audience et automation. Vous pouvez encore une fois demander la présentation et je vous l'enverrai pour que vous puissiez regarder un peu cela dans le détail.
Alors, dernier point sur lequel je voulais m'axer, c'est double-click search. Là, je vous ai parlé des stratégies d'enchères natives AdWords. Mais vous pouvez aujourd'hui aller beaucoup plus loin dans votre pilotage et même en termes de stratégie d'enchères, via un outil qui est développé par Google qui s'appelle double-click search, qu'on utilise en interne chez AdsUp, qui est un outil payant dont on a fait l'acquisition, donc qu'on propose à nos clients, et qui permet vraiment de passer à la vitesse supérieure dans l'optimisation de vos campagnes. Vous avez accès à de nouvelles stratégies d'enchères et vous pouvez surtout utiliser les stratégies d'enchères Google sur tous les moteurs. Par exemple, toutes les stratégies dont je vous ai parlé de ROAS, de Target CPA, etc. Vous pouvez envisager avec double-clic de les utiliser sur vos autres moteurs, comme par exemple Bing, Yahoo, même sur Baidu si vous l'utilisez. Je vais faire juste un focus parce que double-clic, c'est un outil très intéressant et passionnant, mais très vaste, avec plein de fonctionnalités. Juste petit mot sur les stratégies d'enchères que l'outil peut proposer. Ça, ce sont des stratégies d'enchères disponibles uniquement via double-clic, encore une fois. L'utiliser, c'est vraiment faire une distinction sur votre concurrence qui n'a potentiellement peut-être pas l'outil. On retrouve les stratégies d'enchères classiques ici, CPA, ROS, mais vous avez aussi des petites choses comme par exemple la double contrainte, où vous pouvez dire, OK, je veux un coût d'acquisition de temps, mais je veux aussi un ROI de temps. Donc vous cumulez deux objectifs. Vous pouvez mettre en place des objectifs par appareil et vous pouvez pondérer vos conversions. On va le voir juste après. Concernant les modèles d'attribution, on retrouve un petit peu les mêmes choses. Et concernant l'optimisation, c'est là que ça fait la grosse distinction, c'est qu'on passe par un tag de conversion différent qui s'appelle Floodlight et qui permet de remonter en temps réel la conversion à la date vraiment où elle se produit. Là où un analytics, ça va prendre une quinzaine de minutes, AdWords, ça peut prendre une heure ou deux, voire plus. Là, c'est vraiment immédiat. Et le modèle de l'algorithme double-clic est prédictif et réactif. Réactif, c'est-à-dire que quand il va sentir que quelque chose se passe, il va réagir en temps réel. Par exemple, premier jour des soldes, je vous disais stratégie d'enchère native AdWords, mieux vaut les débrancher. Sur double-clic, l'outil va réagir instantanément. Il va voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et prédictif, c'est que si ça se reproduit tous les ans ou tous les mois à la même période, il y a quelque chose qui se produit, l'outil le retient et anticipe ces changements. Donc la façon de fonctionner de double-clic est quand même très différente. Autre chose qui est intéressant avec double-clic, c'est que vous pouvez choisir le champ d'intervention de l'algorithme. Là où sur AdWords, le CPA, Target CPA, vous le branchez, mais c'est très boîte noire, vous ne savez pas trop ce qui se passe derrière. Avec double-clic, vous pouvez dire, OK, mets-moi du Target CPA, mais tu ne touches que à mes keywords, ou que à mes devices, ou que à mes listes d'audience, ou que à mes zones géo, ou tout en même temps. C'est vous qui choisissez. Par exemple, si vous vous dites, OK, je veux bien que ça prenne la main sur les keywords, mais je veux quand même garder la main sur les optimisations mobiles et mes listes d'audience. Dans ce cas-là, vous allez cocher keyword et vous laissez le reste décoché. L'algorithme ne touchera que aux keywords. Idem, si vous dites je veux garder la main sur les enchères de mes mots-clés, mais par contre, ajustement mobile, ajustement audience, ajustement zone géo, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, je vais laisser l'outil faire. Vous pouvez, vous décochez keyword, vous cochez le reste, et du coup, double-clic n'ira toucher que à l'ajustement keyword. Et là où AdWords est complètement flou parce que vous branchez la strat sur AdWords, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, sur double-clic, vous avez vraiment l'historique de ce que l'outil a fait heure après heure. Vous avez vraiment un historique qui se crée. Et si vous voyez que l'outil fait n'importe quoi, vous pouvez reprendre la main. Vous voyez vraiment ce qui se passe en temps réel. On a aussi de l'automation avec double-clic sur les zones géo. Donc ça, c'est l'outil qui directement va mettre à votre place dans les campagnes les zones géo, qui va segmenter vos zones géo et mettre en place les meilleurs bids possibles sur chaque zone géo. Parce que vous avez probablement, par exemple, ciblé France ou alors les régions de France, mais en réalité, c'est beaucoup plus fin que cela. Sur certains codes postaux, peut-être que ça fonctionne beaucoup mieux que sur d'autres. Là, l'outil va vous rajouter le code postal à votre place et mettre la meilleure enchère qui soit sur le dit code postal. Et enfin, pour terminer cette présentation, c'est la pondération des conversions avec double-clic. Vous pouvez par exemple dire, si c'est un nouveau client qui convertit, je pondère ma conversion par 3. Alors que si c'est un client existant, je mets un coef 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va dire à l'algorithme qu'un nouveau client a plus de valeur qu'un client existant. Et donc l'outil va faire en sorte d'aller bider sur des personnes qu'il va considérer comme potentiels nouveaux clients. Alors attention, c'est pas parce qu'on fait une conversion QF3 qu'on va remonter 3 conversions dans la colonne conversion, ça n'a rien à voir. Une conversion égale une conversion dans la colonne conversion. Mais pour l'algorithme, en off, l'algorithme se dira que ça en vaut 3. Donc l'algorithme va tout faire pour maximiser plus les nouveaux clients que les clients existants. Donc ça, ce sont vraiment quelques briques que je vous ai présentées rapidement de double-clic.
N'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter si vous souhaitez qu'on échange plus au sujet de DoubleClick, mais l'avantage de DoubleClick par rapport à d'autres outils du marché, c'est que comme c'est développé directement en interne chez Google, les équipes, bien sûr, communiquent. Et généralement, quand quelque chose sort sur la plateforme AdWords, tout de suite, on l'a sur DoubleClick. Donc, en termes de réactivité, de mise en place des fonctionnalités et même de support entre AdWords et DoubleClick, c'est plutôt intéressant. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Alors, le petit mot de la fin quand même, parce que je l'avais promis au dernier webinaire. On a parlé d'attribution, d'audience et d'automation sur ces 3 webinaires. Mais dans un jeu de cartes, il y a 4 as. Et donc, on peut se poser la question de quel est le 4e as. Et j'ai même mis un indice dans la question sur la slide qui est le 4e as. Le 4e as, c'est ni plus ni moins que l'humain. Et donc, bien sûr, le consultant, qui va prendre en compte toutes ces choses-là que l'on a vues, qui sur chaque business va trouver le juste milieu, la bonne méthode pour mettre en place le meilleur modèle d'attribution, définir les listes d'audience et ensuite plugger l'automation. Il faut bien entendu un humain derrière qui fasse tout cela. Ça ne fonctionne pas tout seul. Donc voilà où est le 4e as, c'est vraiment l'humain qui interagit avec la machine in fine. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, cette présentation, n'hésitez pas à vous rendre sur adzup.fr/conférence. Vous pouvez la demander et nous vous poser vos questions dans la foulée. On y répondra avec plaisir.